l'arc de Wano Kuni, qui est le 31e arc de One Piece et qui est le plus long, hein, qui a duré du scan 909 au 1057. Et au niveau des épisodes, c'est 196 épisodes. Bien sûr, il faut compter les épisodes filaires et tout ça et récapitulatifs, mais ça vous donne quand même la densité de cet arc. L'arc de Wano Kuni, c'est un arc qui se veut théâtral, hein, puisqu'il est en plusieurs actes. Certains vous disent qu'il y a 3 actes et qui sont listés de la manière suivante. Mais ce que j'ai fait pour savoir combien durent les actes, en fait, je suis allé sur le site ADN. Et vous voyez que vous pouvez cliquer ici, hein, donc acte 1, acte 2, acte 3. Donc je clique ici, acte 1. Donc on voit que on est du 892, l'épisode, au 916. Si je fais acte 2, on voit que c'est du 917 au 958. Et si je fais acte 3, vous voyez que c'est du 959 au 1085. Donc vous voyez que c'est quand même assez dense comme arc. C'est aussi l'arc qui a le plus de génériques. Alors quand je dis générique, généralement c'est les openings, mais il faut savoir que dans l'arc de Wano, il y a aussi eu un ending. Saiko Totatsuten de Sekai no Owari. Donc il a duré pendant 12 épisodes. Hein. Les endings dans les épisodes de One Piece, c'est assez rare pour que je le souligne. Et bien sûr cet arc, et ceux qui sont coutumiers de ma chaîne le connaissent, a été caractérisé par un nombre incroyable de hors-série qu'on va tout de suite lister. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et là je compte même pas les retards qu'il y a eu. Retards qu'on va tout de suite voir d'ailleurs. Bon du coup le 897 qui a été en retard, hein, de 3 semaines. Le 918, le 957, le 1005, hein, c'est la première vidéo où j'expliquais qu'il y avait un retard de One Piece. J'ai eu la tête dans le cul, mais ça a été la vidéo de One Piece la plus vue. Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Aujourd'hui, c'est pour parler un peu de One Piece et plus ou moins de d'autres animés aussi. Si vous avez remarqué aujourd'hui, vous avez sûrement remarqué que l'épisode 1006 n'est pas disponible. Donc c'est pas un problème. Donc à partir du 1005, vous allez voir que le retard est assez fréquent. Et là on a le fameux épisode 1014, hein. On voit qu'il y a plus d'un mois, puisqu'il y avait eu le hack de la Toei. Donc ça a duré plus de 1 mois le retard. C'est ce que moi j'appelle le siècle oublié de One Piece, hein, c'est-à-dire plus d'1 mois sans épisode. Ensuite on a eu le 1016, on a eu le 1023, on a eu le 1031, on a eu le 1036, on a eu le 1046, on a eu le 1054, hein, Luffy contre les marathoniens. Et malheureusement, Luffy peut battre Kaido mais il peut pas battre les marathoniens, donc l'épisode a été retardé de 3 semaines. On a eu le 1062, on a eu le 1066, on a eu le 1070. On a eu le 1074, on a eu le 1079, et enfin d'un point de vue technique, on a eu le 1085. Donc je vais pas compter le nombre de retards, mais vous avez vu qu'il y en a eu quand même assez. Donc cet arc il a vraiment été caractérisé par le nombre de retards d'épisodes de One Piece. Je crois qu'il n'y a pas eu un arc où il y a eu autant d'épisodes qui ont été retardés pour diverses raisons. Hack, marathonien, Covid, mais ça c'était l'excuse habituelle. Donc vraiment l'arc il a été aussi caractérisé par certes une bonne histoire, mais un retard des épisodes assez conséquent. Pour conclure, c'est pas que j'aime tirer sur l'ambulance, mais en fait si, j'aime bien. Ouais, et je vous emmerde si vous êtes pas content. Voilà. On regarde la rêverie, hein, qui a été quand même un truc assez étiré au possible, hein. C'est-à-dire 878 c'était le 903, 889 c'était le 808. Et on voit qu'à ce moment-là, le numéro de l'épisode One Piece, il est inférieur au chapitre concerné. Mais pour l'arc des Pays des Wa, vous oubliez ce concept. Au début certes, 890, alors que sur ADN c'était 892, mais là on chipote un peu. 890, 909. Si on va regarder à la fin, on voit que le 1085 maintenant c'est le numéro de l'épisode, et le scan c'est le 1057. Donc rien que cet arc, vous voyez le nombre de retards que vous avez eu, le nombre de fillers que vous avez eu, le numéro de l'épisode dépasse le numéro du scan. Et on va essayer de regarder pour rigoler quand c'est fait le dépassement. Le dépassement s'est fait à partir de l'épisode 954. Épisode 954, il adapte le scan 953. Donc là, vous voyez vraiment que le numéro d'épisode, il a dépassé, il est plus élevé que le scan concerné. Et rien que ça, c'est aberrant. Alors durant cet arc, hein, on a eu plusieurs choses. On a eu Zoro qui a montré sa puissance, hein, puisqu'il a réussi à maîtriser Enma, le sabre de Oden. On voit que Sanji, il a dû faire des concessions, puisqu'il a utilisé l'équipement du Germain, et chose qu'il ne voulait pas faire, hein, bien sûr, mais il a dû le faire quand même, parce qu'il y avait la puissance derrière. Avec Robin qui a montré son skill, qui a montré sa puissance, sa badassitude, hein, notamment quand elle a affronté Black Maria.
Brook aussi, même si c'est pas aussi ténu que pour les autres. Chopper qui avance toujours vers son idéal, vers son chemin, vers son rêve d'être le meilleur médecin, car il a réussi à contrecarrer les virus de Queen, et ça quand même c'est quelque chose. Nami qui a maîtrisé la puissance de son bâton, maintenant qu'elle a Zeus ou Zeus sous ses ordres, et ça quand même c'est un power-up qui est très intéressant. Bien sûr Jinbei qui a fait son arrivée en fanfare, en sauvant leur cul et en détruisant le bateau et en disant je suis un Mugiwara, et ça quand même ça fait plaisir. On voit la scène où il y a tout le monde qui est venu le Heneg, qui est venu l'embrasser, qui est venu l'enlacer pour lui dire bienvenue, on t'attendait tout ça. Franky qui a eu son combat contre le Triceratops, et surtout Luffy avec le Gear 5 et surtout la révélation avec le fruit qu'on croyait être le Gomu Gomu no Mi qui s'est révélé être le Ito Ito no Mi modèle Nika, c'est à dire que ce fruit en fait, ce fruit combine les pouvoirs de Paramecia et aussi de Zoan, et on a vu, bien sûr certains te disent que le Gear 5 ça va être clownesque, que ça ridiculise les combats, mais il faut jamais oublier que le pouvoir à la base de Luffy c'est d'être un homme élastique, c'est-à-dire le pouvoir est ridicule de base. Je crois que Oda avait dit que si par exemple si Akainu avait le pouvoir et devait chercher le One Piece, ça aurait été fait en un an. Donc bien sûr qu'il y a un côté ridicule qui sera toujours montré avec les pouvoirs de Luffy, que ce soit Dressrosa et tout ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'un pouvoir qui paye pas de mine, eh bien se révèle absolument badass et cheaté. C'est une évidence. Et c'est ça qui est intéressant bien sûr dans One Piece. Tiens lui, viens, il attend que tu le regardes, il est là. Et aussi cet arc, comme je l'ai dit, tout le monde a pu avoir son heure de gloire. On a pu avoir le pouvoir de Luffy, on en connaît un peu plus sur le Rod Poneglyph. Avec Roger qui a dit effectivement c'est une bonne blague qu'il est arrivé sur la dernière île et qu'il a appris les secrets du monde. Et bien sûr l'arrivée de Yamato, le fils de Kaido, pas dans le genre mais dans le style, et qui malheureusement ne fera pas partie de l'équipage des Mugiwara pour l'instant, comme elle a dit à l'épisode 1085 et au scan 1057. Alors parlons de l'épisode 1085. Alors globalement il suit très bien le scan. Même à un moment donné où Momonosuke est arrivé en chialant sous forme humaine, j'ai cru qu'il était arrivé sous forme dragon. Mais j'ai confondu avec l'arc des îles Poissons en fait, où c'était Shirahoshi qui était venu voir Luffy et tout ça en leur disant pourquoi vous partez comme des voleurs, et les autres qui leur répondent on veut pas être des héros parce que si on est des héros c'est qu'on doit partager notre bouffe et ça on le veut pas. Donc j'ai confondu, mais bon je m'excuse quand même parce que les deux c'est des chouineurs, donc c'était assez facile de les comparer, comme Momonosuke. Comme Luffy dit à chaque fois à Shirahoshi que c'est une pleurnicheuse, et qui dit aussi à Momonosuke que c'est un pleurnichard c'est tout, mais qui sera toujours quand même là pour les aider, et ça fait plaisir. Ce qui est drôle aussi dans l'épisode, c'est la petite provoque de Kid à Law et Luffy. Tu te dis Luffy il est simplé. D'ailleurs ça rappelle ce que disait Zoro sur Thriller Bark quand il disait que Moria pourrait faire courir Luffy pour 2 ou 3 vies entières étant donné que Luffy est un demeuré qui va au contact. Pas vraiment, il a pas dit vraiment que c'était un demeuré, mais il a plutôt dit le fait que Luffy c'est quelqu'un qui fonce dans le tas et qui a pas forcément le côté vicieux que Moria aurait avec ses ombres et tout ça. Mais tu te dis c'est aussi une facette de Trafalgar Law, parce que tu vois Law c'est quand même quelqu'un qui garde son sang-froid, tu vois, c'est pour ça qu'il s'entend bien avec Robin et tout ça, parce qu'ils ont quand même un certain sang-froid, un petit côté. C'est aussi ce qu'il y avait eu dans l'arc, quand on regarde qu'ils sont allés voir le secret sur le poneglyphe et qu'il y avait un Wano sous les eaux aussi. Ils ont un peu un point commun au niveau du caractère les deux, tu vois. Tu te dis de voir Law tomber dans un piège comme ça, tu te dis c'est quand même assez drôle, parce qu'il leur dit vous êtes des tafioles, vous êtes des tapettes. Et oui, parce que les hommes, les vrais, eux, ils sautent la cascade. Ils font pas des trucs de tafiole, de porc et tout ça pour avoir la sécurité, évidemment. Et donc c'est pour ça qu'ils tombent tous les deux dans le piège. Sois un homme, Zb. Tu vois que ça se termine, ils sont tous en ligne droite et ils foncent sur la cascade. Et tu vois qu'ils vont tomber. Et tu te dis ça c'est excellent. Et au niveau de Luffy, ça Une prestance. Ça fait penser à Skypiea. Quand ils ont aussi tombé, mais ils avaient aussi la pieuvre pour servir de montgolfière. Et tu te dis que là c'est un côté un peu casse-cou de Luffy qui revient en avant. Et quelque part, bon, Luffy il a jamais été connu pour sa grande maturité, à part quand il y a des combats bien évidemment. Et aussi il y a un côté qui est intéressant, c'est que quand tu vois l'épisode suivant, tu vois qu'il va y avoir des primes qui sont mises. Je crois qu'au niveau de l'arc Tugato, Whole Cake Island, je crois que c'est le premier arc où ils avaient mis après les primes, tu vois, puisque les primes pour Luffy c'était au niveau du scan 903, et c'est après qu'ils aient quitté le fief de Big Mom qu'on a eu les primes. Ben là ça va être pareil je pense, puisque l'arc Wano Kuni se termine. Donc on a les primes après, et c'est ce qu'on voit à la fin de l'épisode, puisque la marine, comme ils avaient fait au scan 957 et à l'épisode je sais plus lequel, ils avaient présenté toutes les primes des empereurs. Et ben là c'est ce qu'ils vont faire, et on entrevoit la prime de Crocodile qui est de 1,965 milliard de berry. Donc on voit que ça pèse, c'est pas la prime de Luffy, mais tu vois que c'est quand même quelqu'un de dangereux, Crocodile. Tu vois 1 milliard, ben c'est plus que Queen, que King, que Katakuri. Donc là tu vois Cross Guild c'est pris au sérieux, et on n'a pas encore la prime de Mihawk, et surtout pas celle de la fraude Buggy, qui va peut-être être plus élevée que celle de Luffy. Ah ce serait exceptionnel tu vois, mais c'est comme au début, Luffy est arrivé, Buggy avait déjà une prime.
Donc là tu vois on revient comme au premier épisode hein, où Luffy finalement n'avait pas de prime par rapport à celle de Baggy. Donc Baggy, est-ce qu'il va avoir une prime supérieure à celle de Luffy? Tu te dis que ce serait une dinguerie. C'est pour ça que l'épisode 1085 est intéressant. Il clôture bien l'arc de Wano Kuni et il est fidèle au manga et c'est ça qui est attendu généralement de l'œuvre. Même si parfois tu peux prendre quelques dispositions qui soient intéressantes, mais là je trouve que c'est bien que ça soit fidèle. Dites-moi ce que vous avez retenu en commentaire, ce que vous avez aimé dans cet arc. Est-ce que vous avez aimé le fait que Luffy se fasse défoncer par Kaido, qu'il aille au Heps, qu'il aille en prison et qu'après il soit encore meilleur et tout ça? Ça fait plaisir. Si vous avez aimé que Robin casse la gueule à Black Maria en lui disant tu touches pas mon équipage, je vais te défoncer de ta gueule salope. Et le salope est peut-être de mise ou plutôt la pute hein, puisque c'est la maquerelle du quartier des plaisirs. Donc voilà, on reste toujours dans le thème et on peut même aller au-delà puisque cet arc il introduit le concept de la pute et la courtisane à qui il faut être fidèle. Parce qu'un de ses kiffs à Black Maria, c'est de garder des hommes captifs pour en faire des chiens, des animaux de compagnie, avec lesquels elle peut s'amuser, tout ça. L'objectif, c'est qu'elle fait en sorte de leur inculquer l'obéissance et la dévotion, histoire qu'ils soient soumis à elle. Comme ça, ils disent des mots d'amour, ils l'adorent et tout ça, et elle est contente comme ça, tu vois. Et comme je l'ai dit auparavant, elle ne tolère aucune infidélité. Sinon elle te frappe avec son poing américain, elle va être violente parce qu'il faut que tu sois en adoration devant elle et que tu lui chantes la pomme du week-end au week-end. Et comme je dis, le concept de la courtisane à qui il faut être fidèle, sachant que elle n'a pas à l'être hein, par définition, parce que la pute elle appartient à personne mais à tout le monde en même temps, tu vois, c'est le concept un peu paradoxal. Et tu te dis que même ceux qui gèrent Gliden, qui font des dingueries... Et vous c'est 1000 € par an, 15 à 20 fois plus cher, vous nous prenez là pour des pigeons, vrai ou faux? Alors ça c'est si vous êtes un homme qui a des difficultés à séduire, pour un homme qui a de bons arguments et qui a une courtoisie vraiment, je pense qu'il trouve une maîtresse plus rapidement que ça. Ah bon, c'est-à-dire expliquez-moi. Parce qu'il y a des packs comme un exemple de prix. Vous proposez des packs de crédit. Avec ces packs, rien que pour envoyer un message à une femme, ça coûte entre 70 cents et 2,40 € et on n'est même pas sûr que le message sera lu. Ça c'est jeté sur les fenêtres, c'est vrai ou faux? Alors vous ne payez pas si la personne n'a pas lu votre message. C'est pas vrai ça. On paye pour envoyer le message, c'est ce qui est marqué sur votre site. Ce qui m'embête quand même dans tout ça, c'est que dans la majorité des cas, et ça il y a plein d'être qui s'en plaignent, ça ne débouche sur aucune rencontre. En fait sur Glidon, on se fait vraiment baiser, mais pas comme on l'espérait. Il serait jamais arrivé avec une idée pareille. Et surtout avec un gars comme Sanji qui aime toutes les femmes sans distinction, là ça passe pas. Elle a dû le corriger, elle a frappé avec le poing américain, le Oiran Knuckle, putain ça m'a fait rire, elle a frappé. Bon c'est pas drôle la violence bien sûr. Mais quelque part Sanji mérite de se faire frapper un peu, il se défend même pas. Même se défendre il voulait pas parce qu'il disait même si j'utilise le haki de l'armement je vais leur faire mal. Parce que le concept de la courtisane qui ne tolère pas l'infidélité ou de la pute jalouse, sachant que elle ça la gêne pas d'aller se montrer avec Kaido et tout ça, c'est tout simplement hallucinant. Il y a que dans One Piece que tu peux voir des trucs pareils. Et pour finir avec Black Maria, et on pourra se rappeler de l'arc de Wano Kuni avec ça, Oda il a fait fort, parce que si vous tapez... Quoi Et si vous tapez ce nom qui est imprononçable, Rosa Migal Grovogeli, vous tombez sur l'araignée, mais vous tombez surtout sous la forme de Black Maria. Hein. Donc si vous mettez image, et même sur Wikipédia, hein, vous avez Rosa Migal Grovogeli, unique représentant du genre Rosa Migal, est une espèce fossile d'araignée migalomorphe de la famille des Hexatelidae. Et surtout vous avez dans la culture populaire, dans le manga One Piece, la Tobiropo Black Maria de l'équipage des 100 bêtes a la capacité de se transformer en Rosa Migal Grovogeli grâce à un fruit du démon. C'est-à-dire voilà que One Piece a popularisé hein, quelque part ce type d'araignée fossile. Et moi je dis que c'est tout simplement exceptionnel. Hein. Jinbei qui défonce la gueule de Who is Who en disant tu parles pas de l'équipage du soleil comme ça devant moi, tu fermes ta gueule, très simple. Si vous avez aimé que Nami réaffirme sa loyauté envers l'équipage du Mugiwara quand Ulti l'attrape et lui dit tu vas dire que Kaido c'est le roi des pirates, pas ton clochard avec son chapeau de paille de merde, et elle a dit non. Même si je meurs, je dis que c'est Luffy et c'est comme ça que ça se passe. Et puisque je parlais d'Ulti, personnellement la meuf elle est badass, elle s'en bat la schneck de qui elle affronte, elle foncera dans le tas, que ce soit avec Luffy ou Big Mom. Elle foncera quoi qu'il arrive. Pendant l'entretien avec les Tobiropo, elle se permet même de faire une remarque sur le fait que Kaido est un idiot qui gère mal son fils, qui a des problèmes familiales et tout ça. On raconte tes problèmes familiales. Tout le monde est choqué et Black Maria se dit que c'est sa préférée puisqu'elle fonce dans le tas et qu'elle se laisse faire par personne, que ce soit Kaido, Big Mom, Luffy, elle fonce et ça fait plaisir. Et moi le concept du perso, je signe et je le valide à 300%. Ulti, c'est la puissance et ça fait plaisir de voir un perso qui est aussi casse-cou que Luffy. Elle est inconsciente et insouciante et c'est ça qu'on aime dans One Piece. Que serait cet arc sans Kaido? On pourrait parler de beaucoup de scènes, hein, mais je vous en parlais de certaines. Déjà quand il s'allie avec Big Mom, qui disent qu'ils vont récupérer le One Piece.
et qui commence à dire que pour pouvoir avoir une domination, la capitale des fleurs, ça va être un énième shithole, une énième poubelle qui va servir à faire des armes. Donc des usines, on a vu ce que ça donne. Là, Orochi, il est énervé, il dit mais c'est mon fief, je voulais me venger des Kozuki, et c'est mon fief. Kaido, il parle pas, tu vois, il parle pas. Il dit simplement que ça va devenir une zone de non-droit, c'est-à-dire une zone de tous les droits pour les pirates, même un paradis. Orochi voulait faire venir les putes, il voulait le festin, il voulait tout ça, que ça soit joli, tu vois, le reste ça peut rester une poubelle. Mais la capitale des fleurs, c'est son domaine. Il se plaint Orochi, mais Kaido en a strictement rien à faire, il ne parle pas, tu vois, il insulte pas, il cherche même pas à le mettre en place, comme Poutine a fait avec Sarkozy, non, il ne parle pas. Il sort l'épée, il le décapite. Malheureusement, hein, vous savez qu'Orochi, bon... il en faut plus pour le battre, mais cette scène elle est épique. Kaido aussi montre des valeurs de héros de shonen. Quand Jack est dans la merde qui se fait battre, Kaido dit je vais prendre le relais, tu peux te reposer. C'est les Okaban, c'est la famille, et donc Kaido prend le relais. Il ne blâme pas ses subordonnés pour avoir perdu, il se dit il est là et il va prendre la suite, et c'est ça qui fait plaisir. Et aussi tu vois, quand Kaido et Luffy a laissé changer le dernier coup, que le CP0 vient pour gêner, il a les nerfs parce qu'il pense à ce qui s'est passé avec Higurashi quand elle a gêné le match et qu'il a tué parce qu'il veut pas que le match soit altéré. Il veut un match réel. Et donc bien sûr après, il tente de tuer le gars du CP0 parce qu'il dit tu es intervenu dans mon match et tu dois le payer de ta vie. Voilà, c'est-à-dire Kaido c'est quelqu'un qui cherche à gagner mais en disant certes si tu es plus faible que moi j'ai tous les droits sur toi, mais si je perds et puis c'est tout. Et c'est ça qui le rend badass, c'est que quelque part c'est un vrai méchant dans le sens où il va te décapiter, c'est un vrai pirate. Oh, Digodida, être un vrai pirate c'est très bien pour moi. Fais-ce qu'il te plaît, vivre en pirate c'est ça. Tu es un pirate, tu es un pirate. Mais c'est quelqu'un aussi qui veut un combat loyal à 1 contre 1, tu vois, et c'est ça qui fait plaisir, tu vois, ça nous rappelle aussi avec Katakuri, quand il a été gêné, quand on l'a emmerdé, tu vois. Il y a toujours un côté, en fait, où il se veut, et il veut un vrai combat, et c'est ça qui fait que le personnage, il est intéressant, que tu sais que dans ces combats, il va y avoir de la puissance, il va pas y avoir de trucage ou des trucs comme ça, ça va être de la puissance pure, de la destruction totale pour notre plus grand plaisir. Donc dites-moi en commentaire votre scène préférée et ce que vous avez aimé de cet arc. Donc du coup je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo sur One Piece.